Oui, bonjour. Et donc c'est parti. Donc Pierre Janin de l'INSERM, je vais vous présenter le projet acoustique. De nombreuses pathologies comme la dystonie ici ou les maladies de Parkinson sont liées à des mauvais fonctionnements de structures cérébrales profondes. Et une technique chirurgicale a été inventée il y a une quinzaine d'années par un neurochirurgien français qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde et qui consiste à stimuler électriquement ces structures profondes par ce qu'on appelle des brain pacemakers, donc qui stimulent en continu électriquement ces structures. Les résultats sont impressionnants, hein. C'est une technique qui est utilisée de plus en plus dans le cadre de différentes pathologies. La procédure chirurgicale consiste à implanter donc deux électrodes dans chaque hémisphère. Le matin, le patient se fait installer un cadre. Il bénéficie d'un scanner, ce qu'on appelle préopératoire, d'une imagerie scanner préopératoire. Il y a une IRM préopératoire qui est faite quelques semaines avant. Après, la neurochirurgienne planifie la cible et la trajectoire sur cette image IRM et scanner, comme on voit ici sur le vidéo. Si la cible, on l'a bien vue sur l'IRM, que j'ai déterminé vraiment l'électrode au bon endroit, l'intervention va être 2 fois plus courte. Donc il est quand même un enjeu de confort pour le patient. Et puis après, de résultats cliniques qui vont être très satisfaisants. Donc une fois la cible et la trajectoire définie, donc juste avant l'intervention, la neurochirurgienne va en salle d'opération pour installer cette trajectoire choisie sur le patient directement. Alors pour ça, on utilise donc le cadre de stéréotaxie qu'on a vu fixé, et donc la trajectoire est directement positionnée en fonction de celle qui est choisie sur les images. Bon, on y va? Donc là, on stimule, d'accord? Pour s'assurer de la qualité de la stimulation et donc du ciblage, hein, de l'électrode, de la zone qui va être stimulée, le patient est éveillé pendant toute la procédure chirurgicale, c'est-à-dire entre 4 et 8 heures, et pour pouvoir lui faire des tests cliniques qui sont réalisés directement en salle d'op et pour s'assurer finalement de la qualité de la stimulation. Malgré les bons résultats sur les troubles moteurs, il y a des effets secondaires qui ont été démontrés par la littérature, notamment des effets neuropsychologiques importants. Et donc c'est l'objectif du projet, qui est un projet imagerie, donc qui est un projet ANR blanc, qui est d'essayer d'avoir une diminution maximale des troubles moteurs pour les différentes pathologies et de réduire au maximum les effets secondaires. C'est un projet qui a commencé au 1er janvier 2011, on est donc à 2 ans et demi, il nous reste à peu près 1 an et demi, un tout petit peu moins. Et ce qu'on a proposé de faire, c'était de répondre aux problèmes cliniques en améliorant le ciblage, la définition de la zone à cibler et de la trajectoire de l'électrode lors de la phase de préparation de la chirurgie, en utilisant ce qu'on appelle une assistance intelligente de l'ordinateur basée sur l'imagerie médicale. Et donc on a développé un logiciel qui s'appelle PIDBS et qu'on pourra vous montrer pendant les démonstrations. Alors ce logiciel, ses principales caractéristiques, c'est on va construire ce qu'on appelle un modèle virtuel 3D du patient à partir de ces images médicales préopératoires et multimodales. Donc à partir de l'IRM, par exemple ici, on segmente la peau, on segmente la surface du cerveau, on segmente les replis du cerveau, ce qu'on appelle les sillons corticaux, on segmente les ventricules, tout ça de manière automatique, je vais revenir dessus. Et puis comme les cibles anatomiques qui doivent être simulées sont très difficilement visibles sur l'imagerie IRM préopératoire seule, on est obligé d'aller plus loin et donc on a rajouté de la connaissance anatomique a priori en prenant une super IRM qui est une IRM moyennée et on a demandé à un expert anatomiste de segmenter à la main ces structures anatomiques. Cette IRM moyennée qui est une IRM standard qu'on appelle un atlas, on a développé des méthodes de recalage qui permettent d'adapter l'anatomie du patient à l'anatomie de l'atlas, et donc de faire du recalage d'images, hein, déformable évidemment, et donc de pouvoir visualiser dans l'IRM du patient non seulement les structures qu'on a extraites de l'image, de ces images, mais aussi les structures qui viennent de l'atlas anatomique. Alors on passe de ce modèle 3D à ce qui était utilisé avant, qui était une imagerie très simple, qui était le seul moyen, la seule information que possédait la chirurgienne, ici la neurochirurgienne, pour sélectionner sa cible et sa trajectoire.
Le logiciel, vous le verrez tout à l'heure en démonstration, je passe rapidement dessus. Alors c'est un logiciel qui est totalement automatique, c'est un aspect important. Amener de la complexité en chirurgie, ça peut être accepté si c'est automatisé, si c'est une technologie qui est transparente. Donc on a validé la robustesse du logiciel sur des données rétrospectives. Et puis bon, on essaye d'aller plus loin, donc c'est un projet en cours. Hein. La deuxième direction pour l'aide au ciblage, c'est de se dire, on va donner une information au chirurgien quand il sélectionne sa cible, basée sur la pratique chirurgicale et son expérience chirurgicale en fonction des cas qui ont été opérés, stimulés, implantés précédemment. Comment on fait? On récupère un scanner post-opératoire dans lequel on segmente automatiquement l'électrode qui est in situ hein, dans le cerveau du patient. Et puis on replace par recalage, encore une fois, on replace cette électrode dans le modèle qu'on avait précédemment, le modèle préopératoire, qui nous permet d'abord de façon qualitative d'évaluer finalement le positionnement de l'électrode. Et puis, comme on sait la transformation géométrique entre l'anatomie de chaque patient et une anatomie moyenne, on peut replacer dans cette anatomie moyenne toutes les électrodes qui ont été implantées dans une population. Donc on a un exemple de la pratique chirurgicale, par exemple, sur 29 patients parkinsoniens ici. Alors on va aller plus loin, on va corréler l'endroit qui est stimulé avec le résultat clinique. Donc on a la chance de bénéficier à Rennes d'une base de données cliniques, c'est-à-dire que chaque patient qui se fait implanter a à peu près 80 tests cliniques avant l'intervention, avant la stimulation, et puis à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans après la stimulation. Et donc on va corréler l'endroit qui est stimulé avec le résultat clinique pour tous les scores, pour les 80 scores. Donc on va avoir accès, finalement, avec nos méthodes, à des cartes d'efficacité qui montrent comme ici, les zones les plus rouges, c'est les zones anatomiques, quand elles sont stimulées, qui ont donné les meilleurs résultats cliniques. On va pouvoir, encore une fois, comme on a ce recalage entre l'image du patient et l'image moyenne, on va pouvoir reprojeter cette carte d'efficacité sur l'IRM du patient pour aider le chirurgien à mieux positionner la zone, à mieux définir la zone à cibler. On continue à aller un petit peu plus loin dans l'assistance. La zone stimulée, évidemment, ce n'est pas qu'une sphère, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on développe des méthodes pour essayer d'estimer le volume de tissu cérébral qui a été activé par cette stimulation électrique. Et puis ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que non seulement on est au bon endroit, mais la trajectoire, parce que c'est une électrode qui traverse le cerveau, on donne des outils aux chirurgiens pour avoir une trajectoire la plus sûre possible, qui évite les vaisseaux, qui évite le fond des sillons corticaux, qui évite les ventricules aussi, tel qu'on le voit ici dans l'exemple. Alors, quels sont les premiers résultats? Bon, des publications évidemment, des conférences, des journaux, mais de manière plus concrète, la première version de logiciel que vous pouvez voir ce midi a déjà été utilisée au service de neurochirurgie du CHU de Rennes depuis fin mai, et une dizaine de patients ont pu bénéficier de ce logiciel dans la phase de préparation. Et les remarques de la neurochirurgienne qui devait venir ce matin, mais qui est en train d'opérer, sont les suivantes. Le planning, elle a remarqué que le planning était 2 fois plus rapide. Donc il faut imaginer que pendant la phase de planning, donc de définition de la trajectoire, le patient attend, hein, est là, donc ça veut dire réduction du temps. Elle a aussi l'impression que l'intervention globale est plus courte, nettement plus courte, de 1 à 2 heures. Ça veut dire que le patient aura une intervention qui est quand même assez traumatisante, qui sera réduite. Donc c'est une impression pour le moment. Elle a aussi l'impression que les patients sont mieux en post-opératoire, ont des meilleurs résultats post-opératoires. Alors ce qui est évident par contre, et ce qui est quantitatif, c'est que depuis qu'elle utilise le logiciel, comme les interventions sont moins longues, il y a moins de risques d'infection, il n'y a pas eu d'infection depuis l'utilisation de logiciel. Alors ce qu'on va chercher à faire là, c'est... Je vais être obligée de vous... Ouais, c'est la dernière. C'est la dernière. À installer le logiciel à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est un des partenaires du programme. Merci. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bonjour Pierre. Quelle visibilité internationale pour un tel projet? En fait, on a organisé des workshops dans des conférences. On a organisé 2 workshops à Rennes pour présenter les premiers résultats du projet. D'abord, un premier workshop la semaine de démarrage du projet pour rencontrer les spécialistes francophones
et puis avoir des idées qui remontent et échanger. Et puis là, un deuxième workshop qui s'est fait cette année, en 2013, pour montrer les premiers résultats. On en fera un dernier, 50 personnes à chaque fois. Et puis on a organisé un premier workshop à la grosse conférence de notre domaine qui est MICAI, à Nice l'année dernière, où on a rencontré nos équivalents internationaux et on a montré les résultats. Donc, et probablement, on va en soumettre un pour MICAI l'année prochaine à Boston. C'est une façon de montrer les résultats. Publication, évidemment, aussi. Donc on a 3 journaux en conférence internationale. C'est plus long, on n'a pas les 18 en 18 mois, là, enfin, 14 conférences ou journaux en 18 mois, c'est plus long. Il faut démontrer, il faut du patient, il faut valider. Donc ça va prendre du temps un petit peu pour avoir plus de résultats, quoi. Super, merci. D'autres questions? En fait, ma question était un peu relative à ça, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y a des équivalents sur le marché? Vous avez parlé un petit peu de segmentation en fait, des différentes zones. Est-ce que c'est des techniques qui évoluent beaucoup en ce moment ou pas, quoi? Alors, sur l'application en elle-même, qui est la stimulation cérébrale profonde, il y a quelques équivalents. Les compagnies, la compagnie Medtronic principalement, donc on est en contact avec elle. C'est un petit peu difficile pour transférer on aimerait transférer une partie des développements. Et puis, il y a une équipe académique aux États-Unis qui a un logiciel équivalent, mais évidemment qui est moins complet. Nous, c'est un projet qui est très récent, qui a commencé il y a 2 ans et demi, c'est tout. Donc, on a quand même des résultats qui sont assez rapides. En utilisant l'état de l'art de la méthodologie de traitement d'image médicale et en développant des nouvelles approches qui cherchent à modéliser les connaissances du chirurgien. Et là, on est original. Donc, modéliser la pratique chirurgicale, modéliser les connaissances anatomiques, modéliser... cette approche de modélisation, à mon avis, c'est une approche qui est originale et qui a un plus dans l'application et dans ce qu'on propose ici. Très bien, merci beaucoup.